qui est marié sur le plateau, en concubinage ou pacsé? Thomas? Alors moi, je vis dans un harmonieux concubinage depuis 36 ans. Ça va très bien comme ça. D'accord, vous n'êtes pas... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas remarqué, il n'y a pas de bague. Ah oui, effectivement. Je pensais que vous étiez marié. Moi, je Valérie? suis en couple depuis 7 ans, dans le cadre d'une famille recomposée. Donc en concubinage. Voilà. Tony? Je suis marié 2 fois. Marié 2 fois. Concubinage. Concubinage. Bon, alors, mais c'est quoi les avantages du coup? Parce que c'est ça, hein, le droit, là, le sujet du jour, c'est mariage, concubinage ou pax. Quels sont les avantages et les inconvénients? Avec vous, Mégane Lépinay, maître avocat. Bon. Voilà, avocat au barreau de Nantes, bien sûr. D'un point de vue fiscal, quelle est la situation la plus avantageuse? Alors tout d'abord, avant de parler d'argent, juste quelques définitions. Non, c'est l'argent qui nous intéresse. Quelques définitions. Déjà, le mariage n'est pas défini dans le Code civil. Le concubinage l'est, le pax est défini, mais pas le mariage. Le mariage, c'est comme le pax, ce sont des actes juridiques, alors que le concubinage ou union libre, c'est un fait juridique. On parle de conjoint quand on parle de mariage, on parle de partenaire quand on parle de pax, et on parle de concubin quand on parle de copain, de compagnon pour le concubinage. Fiscalement parlant, il est plus avantageux d'être marié ou paxé, notamment lorsqu'il y a une différence de salaire entre les époux. Ouais. Ou entre les partenaires de pax, puisqu'on va payer moins d'impôts si son partenaire ou son conjoint paye moins d'impôts. Dans le cas du concubinage, ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas du tout d'imposition commune. Absolument pas dans le cas du concubinage. En revanche, l'ISF, qui a été supprimé en janvier 2018 et qui est devenu, j'ai noté parce que je m'en souviens plus, l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, lui a une imposition commune dans les 3 cas, que l'on soit concubin, que l'on soit partenaire ou que l'on soit marié. Mais alors, du coup, on paye moins ou plus? Non, on va payer moins, puisqu'en fait, on est une part en plus lorsqu'on est marié ou lorsqu'on est partenaire. Donc, l'imposition va être commune aux deux. Donc, et la situation de concubinage, par contre? Ah non, il n'y a pas de chacun sa feuille d'impôt. Chacun son... Exactement. Chacun son... Ça merde. Chacun sa feuille d'impôt. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on bénéficie des mêmes protections, pour le coup? Je parle surtout en cas de décès, biens matériels, maison, héritage, tout ça. Tout à fait. Non, on ne bénéficie pas du tout des mêmes protections, puisque seul le conjoint a la qualité d'héritier. On est dans la succession lorsqu'on est conjoint et qu'on est marié. Si on est concubin ou qu'on est partenaire, on est un tiers à la succession. Donc il faut que la personne qui est mariée, qui est partenaire ou qui est concubin, institue son partenaire ou son concubin en tant que légataire pour pouvoir bénéficier par exemple de la maison en cas de décès. Donc en fait, on pense que le Pacs, en faisant un Pacs, on est protégé par rapport à ça, mais non, on ne l'est pas. Il faut généralement aller voir un notaire pour faire une donation. La résidence pendant la relation aussi, dans le cas du mariage, on est aussi plus protégé puisque le droit au bail appartient aux 2 époux. C'est-à-dire que on ne peut pas vous déloger, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas dire je ne veux plus d'époux de l'époux A. Il faut qu'il dise à l'époux A et à l'époux B qu'il veut rompre le bail. Ouais, exactement. En cas de mort, seul l'époux et le partenaire bénéficient en cas de mort pour le bien immobilier, seul l'époux et le partenaire de Pacs peuvent bénéficier de l'attribution préférentielle, c'est-à-dire qu'on demande d'abord à l'époux ou au partenaire s'il souhaite rester dans le logement. Et il bénéficie d'une protection. Du coup, comment on met fin au concubinage? Enfin, concubinage, on sait plus ou moins, mais au Pacs, par exemple. Comment on met fin au Pacs? C'est dans les 3 cas, en fait. Il y a un principe qui est la liberté. On est libre de se séparer. Donc, si on ne veut pas divorcer, à un moment donné, au bout du compte, on sera divorcé. C'est la même chose avec le Pacs. Au bout du compte, on sera séparés. Il y a une formalité un tout petit peu particulière, c'est quand l'un des partenaires veut se séparer et que l'autre n'a pas envie de se séparer. Dans ce cas-là, il faut envoyer un huissier de justice qui notifiera la et ça, dans le cadre du mariage et du Pacs. Alors, dans le cadre du mariage, c'est un petit peu différent parce que là, c'est le divorce. Donc, quand on est marié 2 fois, c'est qu'on est au moins divorcé 1 fois. Voilà, exactement. Ah oui, j'ai fait des études quand même. Vous me laissez votre adresse. Je vous laisserai ma carte. Alors c'est un peu particulier puisque le divorce c'est une démarche vraiment particulière alors que le Pacs se rompt assez facilement. Le divorce a été un petit peu facilité avec le divorce, ce qu'on appelle le divorce extrajudiciaire, qui est appelé par erreur le divorce par notaire, mais en fait c'est un divorce par acte d'avocat. C'est l'avocat qui rédige une convention et il n'y a plus besoin de passer devant le juge.
C'est-à-dire que chacun va voir Ce qui réduit les coûts du ce qui divorce. réduit les coûts et ce qui réduit surtout le temps, les délais. Puisque à Nantes, un divorce en passant devant un juge, c'est à peu près 8 à 12 mois de délai, voire plus. Il y a un stock qui est assez impressionnant. Et c'est partout pareil en France. Donc on a créé ce divorce extrajudiciaire. Chaque époux prend son avocat. Il y a une rédaction commune d'une convention de divorce. Et on est d'accord sur le principe du divorce et on est d'accord sur les conséquences, évidemment. Si on n'est pas d'accord sur le principe et sur les conséquences, ou sur l'un des deux, de toute façon, il faut passer devant le juge. Du coup, est-ce qu'il y a des avantages à rester en simple concubinage? Oui, rassurez-nous là sur le plateau. Oui, il y a des avantages, il y a des avantages, mais d'abord, je voudrais juste parler des enfants. Pour les enfants, on est un peu dans un cas commun pour les trois cas. Seulement, il y a un avantage, entre guillemets, avec le mariage, c'est que dans un couple marié hétérosexuel, aujourd'hui c'est un couple marié hétérosexuel, l'enfant né pendant le mariage est réputé être celui de l'époux. D'accord. Donc c'est quasiment automatique. Pour revenir sur votre question par rapport à l'avantage de rester en concubinage, ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on est marié, on a un nombre de devoirs qui est très important. Le devoir de fidélité, le devoir d'assistance, le devoir de vie commune, hein, on s'oblige à une vie commune, le devoir de respect mutuel, ce qui paraît assez évident de se respecter mutuellement, mais surtout, et c'est là que le bât blesse généralement, c'est des devoirs pécuniaires, puisque lorsqu'on se marie, et que l'on divorce, la différence de revenus en fait des époux va impacter la pension. Voilà, exactement. Il y a la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qu'on appelle la pension alimentaire de manière un peu galvaudée, mais c'est contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, mais aussi le devoir de secours, c'est-à-dire qu'on doit être au secours de son époux, de son épouse, et financièrement lui apporter ce qu'elle a perdu ou ce qu'il a perdu en divorçant. L'avantage. En conclusion, on a une meilleure protection avec le mariage, mais avec le concubinage, on a moins de devoirs. Alors attention, et j'en finirai par là, parce que c'est une anecdote assez rigolote, on peut rompre un concubinage, mais de manière fautive, et donc être obligé de payer des dommages et intérêts parce qu'on a rompu brutalement le concubinage. Donc même si on n'a aucune obligation dans le concubinage, puisque c'est une union libre, eh bien on ne doit pas faire de rupture fautive. C'est le cas, par exemple, il y a une jurisprudence dans le Code civil. Après avoir rompu des fiançailles et on avait l'un des fiancés avait dit on va se marier. Il avait tout préparé. La femme était enceinte et il a rompu les fiançailles de manière brutale et ça a ouvert droit à des dommages et intérêts, donc à une réparation financière. Elle était enceinte, non, c'est ça? Exactement. Et donc sa situation de grossesse, si elle n'avait pas été enceinte. Alors, là, on est dans le cas d'un fiancé un petit peu rustre qui a en plus dit on va se marier, en plus tu es enceinte et moi je pars du jour au lendemain. Donc c'est trop brutal en fait comme rupture. Sûr. Et donc effectivement la situation de grossesse a créé une sorte de brutalité en plus. Donc il a été condamné. Oui, à des dommages et intérêts. Combien? Ah, je sais pas, je peux pas vous dire. Ça date quand même des années 70. Donc, Elle prend des notes. voilà. Je peux pas vous dire en termes de. En conclusion, il vaut mieux se marier. Pour être mieux protégé, pour être plus libre, eh bien, rester en concubinage. Marions-nous, protégeons-nous. Merci beaucoup, Mégane Lépinay, notre bien dévouée. Merci beaucoup, Thomas.